Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Alors Christine, une première question. Quelle est donc finalement la place de la BD dans votre activité professionnelle? Alors la question évidemment est très large, hein, mais une chose est certaine, c'est que les historiens de plus en plus se servent des arts pour faire de l'histoire. Alors la BD fait partie des arts, Hmm. indéniablement, c'est reconnu Le neuvième. officiellement, voilà, Oui. exactement. Et je dirais que la BD, comme les autres fictions, a un intérêt à la fois pour ce qu'elle montre et volontairement et ce qu'elle montre involontairement. C'est-à-dire que il y a un message de l'auteur, on est Hmm. du côté d'un point de vue, un auteur s'exprime, fait un choix, donc il passe un message assez direct. Et l'intérêt pour l'historien, c'est de confronter en quelque sorte le message qui est porté là à d'autres sources. Ça, c'est un point de vue très intéressant. Et puis après ça, il y a ce qui est involontaire, c'est-à-dire ce que l'auteur, en fin de compte, nous dit de la société dans laquelle il Hmm. vit. Donc, on peut dire que d'une manière générale, l'artiste est en quelque sorte un reflet de la société dans laquelle il vit. D'accord. Mhm. Donc, euh, alors vous travaillez dans l'éducation nationale. Et oui. Bon. Euh, vous auriez tendance à penser que l'approche de la bande dessinée, l'image Mhm. en particulier, apporte une dimension supplémentaire, Oui. éducative, pour enseigner l'histoire. Alors moi, je pense que le rapport au sensible ouvre en quelque sorte la capacité de comprendre ensuite. Donc quand on touche en quelque sorte quelqu'un, on va susciter une implication différente après et par là l'envie de savoir. Donc ce qui est livré directement peut être compris et ensuite il peut être Hmm. mis à distance en quelque sorte pour changer du côté sensible Ouais. par le rôle du professeur qui lui va apporter à ce moment-là des connaissances et faire vérifier en quelque sorte si ce qui est contenu dans ce message-là touche ou non à la vérité. Il va créer l'esprit critique aussi chez Chez le, Tout à fait, oui, chez c'est le aussi, lecteur. c'est aussi développer l'esprit critique, mais c'est aussi, dans le travail de l'historien, il y a le rapport à ce qu'on voit d'abord, et puis ensuite il y a la mise à distance. Et en fait, la démarche de l'historien, c'est ça, c'est être capable de mettre à distance. Donc c'est laisser de côté son émotion à un moment donné, Hmm. donc le rapport au sensible qu'on avait créé, pour aller du côté de l'histoire. D'accord. Thierry, alors vous êtes donc rédacteur en chef du site Case d'Histoire. Alors déjà, parlez-nous de Case d'Histoire. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça s'est créé? Racontez-nous un petit peu tout ça. Alors, Alors juste un oui. truc, vous avez un truc en commun quand même tous les deux, c'est que vous avez une formation d'historien. C'est quand même important de le signaler. Oui, tout à fait. C'est pas anodin dans la création du site. Effectivement, le site Case d'Histoire est assez récent. C'est au printemps. Il a démarré au printemps. Et il est un peu le résultat d'une réflexion avec un de mes collègues qui s'appelle Stéphane Dubreuil, qui travaille pour le magazine Guerre et Histoire, le magazine historique de Sciences et Vie. Oui. Et on est tous les deux historiens de formation. Et on s'est dit, on voit bien qu'il y a une forte production d'albums historiques. On l'a répertorié à peu près, allez, dans les 500 albums par an à la louche. Et les médias ne s'intéressent pas à cet angle vraiment historique de la bande dessinée. Et donc on s'est dit, voilà, mais pourquoi pas chroniquer et réfléchir sur la bande dessinée à partir de l'angle historique Ouais. sur ces bandes dessinées qui traitent soit d'un événement, soit d'un personnage, soit une fiction dans un arrière-plan historique assez fourni. Oui, parce qu'on pourrait définir plusieurs genres en fin de compte entre Voilà, c'est la pas fiction. uniquement l'album qui va faire une biographie précise Mhm. de Napoléon, ça existe, mais Mhm. c'est pas uniquement ça. Il y a toutes sortes il y a toute une palette d'albums qui vont de effectivement la bio pure et dure jusqu'à l'Uchronie, Mhm. qui est vraiment basée sur aussi des faits historiques très, très précis, ou une fiction qui part de faits réels, d'un arrière-plan historique réel, et puis qui parle d'autres choses inventées, ou encore des mémoires. Mhm. On peut, par exemple... Alors, j'ai apporté quelques bandes dessinées, Ouais. on peut peut-être Oui, on peut les... oui. Alors, en ce qui concerne, par exemple, les mémoires, on peut citer... Oui, La guerre d'Alan, par exemple. Évidemment, la guerre d'Alan. Alors, juste un
une réflexion. En plus, il s'avère que la production plus récente est de plus en plus outillée en fait pour rentrer vraiment dans l'histoire. Ouais, complètement. La documentation de Goscinny pour faire Astérix à ses débuts n'est absolument pas la même qu'aujourd'hui, si on veut commencer une bande dessinée historique. Avec Internet, avec les publications, la recherche historique qui effectivement évolue au fil des ans, on a des outils Plus formidables. les technologies, Ouais. effectivement, d'investigation. On peut trouver avec 3 clics, on peut trouver tout de suite des bibliographies, des photos, des vidéos. Enfin, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Alors, donc, vous nous avez apporté effectivement un certain nombre de livres. Alors, donc, le premier, La guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert. Voilà, alors bon, c'est vraiment dans le désordre et c'est pour un peu illustrer les différentes thématiques, on va dire. Effectivement, la guerre d'Alan, c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale, mais surtout sur les souvenirs de ce GI qui ont été... dont Emmanuel Guibert a rencontré. Oui. Et donc, voilà, on a le témoignage, et c'est donc le témoignage de cette personne-là. C'est pas forcément c'est sa réalité, mais bah voilà, c'est un livre d'histoire aussi. C'est à l'association. C'est à l'association. Qu'est-ce que je peux vous bah voilà, dans le style style reportage, Joe Sacco a écrit un certain nombre de bandes dessinées, de reportages. Oui. Et donc celui-ci, le sujet de celui-ci, c'est des massacres qui ont eu lieu à Gaza en 1956, à l'époque de l'affaire de Suez. Et donc Joe Sacco est allé sur place et a interrogé des témoins de l'époque sur ce qui s'était passé, ou en tout cas sur ce que ces témoins-là avaient vu, avaient cru comprendre, avaient... Voilà, après, il y a donc voilà, un peu reportage aussi, ça peut être... Alors en même temps, ça tombe bien parce que Joe Sacco sort également... réédition enfin, de Palestine. il y a une réédition de Palestine chez Rackham, de Joe Sacco. Et donc là, il nous parle de ce... Pareil, c'est une espèce de témoignage. Alors ça, c'est au début des années 90, au milieu des années 90, où effectivement, il a une espèce de démarche un peu journalistique, de reporter, d'aller donc en Palestine, et il nous fait le témoignage de ce qu'il vit sur place, de ce qu'il voit sur place. Alors, c'est un livre qui est extrêmement important dans ce cadre-là. Mais à savoir que, et il le dit d'ailleurs lui-même, Joe Sacco, dans la préface, il est un peu de parti pris dans le sens qu'il ne montre de l'histoire, de cette partie de l'histoire, que sa vision, c'est-à-dire qu'une partie simplement de la réalité, puisqu'il y a aussi la réalité israélienne, qui normalement, en fait, pour des périodes différentes, se retrouverait effectivement dans Gaza, quoi. C'est le même, j'allais dire le même problème que la télévision, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un livre que c'est vrai, et donc il faut aussi avoir un esprit critique quand on lit quelque chose, même de Joe Sacco, qui fait les choses le plus honnêtement possible. Voilà, comme vous dites, il faut savoir que c'est le point de vue palestinien. Donc, bon, c'est très difficile avec des élèves de pouvoir leur amener justement cette distance. Alors en même temps, moi je dirais que c'est plus facile avec de la fiction, parce que tout texte, qu'il soit une source historique primaire ou une source secondaire comme peuvent l'être des œuvres d'art, a un point de vue. Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué de percevoir le point de vue quand on s'imagine que c'est ce qui est vrai, que lorsqu'on sait que c'est de la fiction. Quand on est face à de la fiction, on sait que l'auteur a un parti pris. Donc, du coup, on cherche lequel. Et pour les élèves, je crois que c'est infiniment plus simple à aborder de cette façon. Et pour dire aussi un autre élément que je trouve assez important face à la BD par rapport à d'autres arts, c'est le fait qu'on allie l'image et le texte. Et que du coup, ça peut toucher différemment les élèves. On a des élèves qui sont des lecteurs, d'autres qui sont moins lecteurs. Certains sont des vrais lecteurs de BD, c'est-à-dire qu'ils savent saisir en même temps le texte et l'image. Mais pour certains, c'est l'image qui va parler d'abord.
Et là, des et fois, ça pêche un peu en termes d'analyse d'image. Alors, l'analyse d'image, je pense que c'est un élément vraiment très important de la formation qu'on a donnée aux élèves. Là, on est environné, Envahi d'image. Oui, par l'image, hein, bien sûr. envahi d'images. Hein. On est dans un environnement vraiment de l'image. Et malheureusement, on s'imagine que la lecture de l'image est innée, ce qui n'est pas le cas. Donc, une image, ça se lit avec un certain nombre de codes. Et la bande dessinée se lit avec encore d'autres Bien codes sûr. par rapport au cinéma ou à une peinture. C'est-à-dire que la parole et l'analyse et le discours du professeur a une importance primordiale. Par exemple, si on prend évidemment, parce que quand on parle de BD d'histoire, on ne peut pas ne pas parler d'Astérix, évidemment. Si on parle d'Astérix, on sait que dans Astérix, il y a un certain nombre d'éléments qui sont vrais, mais on sait qu'il y a aussi un certain nombre d'éléments qui sont faux. En revanche, l'approche visuelle, etc., va peut-être attirer l'enfant vers des connaissances concrètes aussi de cette période-là. Et les entrées. Comme le disait Thierry tout à l'heure, c'est vrai que dans Astérix, on a davantage la vision de Goscinny, alors de la période, mais aussi de ce qu'il retranscrivait du moment où il vivait, c'est-à-dire de la France, gaulienne. Voilà, des Trente Glorieuses, on va dire. Hein. Donc il y a effectivement ça qui apparaît. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant dans Astérix, c'est des éléments assez souvent matériels. La voie romaine. Voilà. Les égouts de Rome. Bon, et ça, ce sont des qui choses sont sur lesquelles on peut intéresser ce sont les des enfants. réalités historiques. Voilà, ce sont des réalités et on peut amener des enfants à remarquer ça. Et il y a un effet de surprise aussi qui est assez intéressant quand on utilise des œuvres d'art, dont la BD, c'est que les élèves pensent d'abord que c'est pas sérieux. Et quand ils connaissent et qu'ils ont lu, ils se disent mais pourquoi on regarde ça qui moi m'amuse et on les amène à regarder autrement. Et quand ils regardent autrement, ils se disent ah mais moi je n'avais pas vu ça. Et nous, en tant que professeur, on peut attirer le regard sur certains points. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est vraiment formidable. On va avancer aussi avec un certain nombre de livres. Oui. Alors, puisque vous parliez d'Astérix, moi je vais parler de Tintin, évidemment. Évidemment, bien sûr. Évidemment, parce que... et on parlait aussi d'esprit critique et du rôle du professeur. Voilà, Tintin au Congo. Ah bah oui, bien sûr. Tintin au Congo qui fait débat. Ah bah toujours. Alors aujourd'hui c'est une bande dessinée historique. À l'époque c'était un reportage presque. Bon, Hergé n'a jamais été en Afrique, mais c'est avec l'idée d'un reportage sur l'Afrique coloniale de l'époque. Et effectivement, aujourd'hui c'est ce qu'on lit là, c'est choquant. Il y a vraiment un esprit colonial, paternaliste, mais c'était l'époque. Hergé n'était pas ni plus ni moins paternaliste et colonialiste. Bon, c'est vrai qu'il était dans un milieu catholique belge, mais il faut... Alors, certains ont voulu interdire cette bande dessinée. Bah après, le danger, c'est la lecture qu'on en fait. C'est-à-dire que s'il y a l'accompagnement, s'il n'y a pas d'accompagnement, effectivement, justement, scolaire ou éducatif. Mais interdire, ce serait ridicule. Il faut pas l'interdire, mais peut-être, effectivement, faire une préface en disant aux enfants, par exemple, et pas qu'aux enfants, parce qu'on dit toujours les enfants, mais bon, pas que les enfants. Voilà, attention, ce livre a été écrit au début des années 30, donc c'est une certaine vision qui datée, contextualisée, et après, et ben voilà, on comprend que c'est pas la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous avez apporté d'autre qui sont Christine, autour de... Je vais dire sur Tintin, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir l'évolution des mentalités. Parce que ce qui nous choque maintenant ne choquait absolument pas à l'époque. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Puis, juste un petit point, j'ai acheté à BD Boom à Blois récemment 2 petits livres c'est La science chez Tintin et l'histoire chez Tintin. Et en fait, c'est une analyse de tous les ouvrages de Tintin, mais du côté de choses réelles. Et pourquoi est-ce que la fusée a cette forme-là, vous voyez, Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire sur Tintin. Et la presse ne s'en prive pas. Alors vraiment, j'aurais pu apporter 1000 bandes dessinées. Bien sûr. Alors, pour traiter un peu de périodes un petit peu différentes, parce que sur Casse d'Histoire, on n'a aucun a priori sur les périodes. On traite toute période. Et donc, pourquoi pas l'Antiquité. Là, c'est le dernier tome d'Alix Senator qui est sorti il y a quelques semaines. Et voilà, on a une vision de
de l'Antiquité qui est différente d'Astérix. Oui, bien sûr. Parce que c'est dans la lignée de Jacques Martin, qui lui se voulait comme quelqu'un de précis dans la documentation et dans... Bon, c'était une documentation de son époque aussi, parce que Jacques Martin travaillait avec des livres surtout du 19e. Donc aujourd'hui, les premiers Alix, on peut en dire beaucoup. Dans cette période-là, il y a aussi Murena. Murena, bien sûr. Ça fait partie vraiment des livres qui sont extrêmement bien documentés, où les auteurs d'ailleurs s'attachent à travailler avec des historiens pour être bien sûr de coller à la réalité historique. Quoi. C'est vrai que pour Murena, il y a un souci à la fois du côté du scénario, d'être dans quelque chose qui est possible, et puis il y a un souci très important qu'avait Philippe Delaby, de représenter des objets, des bâtiments aussi exact possible, et même à en devenir carrément dingue. Oui, d'accord. Oui, parce qu'il avait le sens de la précision. Il voulait vraiment que ce soit très précis, et c'est vrai qu'il travaillait beaucoup avec des fresques, avec des musées archéologiques, etc. Mais il avait véritablement un souci de l'exactitude. Et je dois dire que ça l'aurait chiffonné de trouver quelque chose de faux dans ses ouvrages. Vous nous avez apporté vous aussi un ouvrage que vous vouliez nous présenter ? Oui, alors moi je vous ai apporté un ouvrage de Jean Arambat qui s'appelle Les Invisibles, qui a été primé donc au Rendez-vous de l'Histoire de Blois il y a quelques années, sachant que Jean vient d'être à nouveau primé cette année pour un autre ouvrage sur Ulysse. Voyage d'Ulysse, j'ai mis un petit signet là, pour une page qui m'intéressait, parce qu'on parle beaucoup d'histoire avec la BD, mais il faudra aussi parler de géographie, parce que l'espace est aussi important dans les BD. Et là, sur la page qu'on regarde, celle de droite, on a les travaux des champs. Oui. On a un espace et on a des travaux des champs, donc tels que c'était fait au XVIIe siècle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'image nous dit des choses que le texte ne nous dit pas. Oui, bien sûr. Donc, il ne s'agit pas juste de regarder l'image comme ça, mais de se dire que sont-ils en train de faire. Et là, donc, au niveau des travaux des champs, on les suit toute l'année au travers le déroulement du texte. Donc, il y a en fait une temporalité qui se traduit par les travaux des champs dans cet ouvrage. Qui est contextualisé, en fait. Et alors, dans la méthode de travail aussi de Jean Arambat, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il a saisi une histoire de son espace de ville à Gascogne. Il a pris un événement réel, qui est une révolte en Chalosse au XVIIe siècle. Donc, c'est une émotion populaire. Et toutes les étapes de l'émotion populaire sont décrites dans cet ouvrage. Donc là, on peut véritablement travailler à partir de cet ouvrage-là sur un moment d'histoire. Et pour être certain de ses sources, il a beaucoup travaillé avec le grand spécialiste des émotions populaires qui est Yves-Marie Bercé. Bien. On voit que c'est un thème qui est extrêmement vaste et on pourrait passer beaucoup de temps. Merci pour déjà ces indications. Thierry, peut-être nous dire quels seront le ou les thèmes abordés dans le prochain numéro ? Oui, alors Cases d'Histoire, donc c'est deux parties, c'est un site en deux parties. Une partie gratuite, un flux gratuit qui est sur l'actualité des bandes dessinées, des salons, etc. Et l'autre partie, c'est un magazine numérique, un webzine, qui à chaque fois creuse un thème. D'accord. Et donc, on parlait d'Alix, ça tombe bien, le prochain numéro, qui va sortir sous peu, traitera de l'Antiquité romaine. Très bien. Et donc là, il y aura plein de détails, et notamment sur Delaby et Murena, il y aura plein de détails. Et comme on fait appel à des journalistes spécialisés en bande dessinée, mais aussi à des historiens et à des spécialistes de l'époque, il y aura des choses intéressantes à lire. Très bien. Bon, on en finit avec ce thème. Comme je dis, on aurait pu rester très très longtemps sur ce thème. Donc, eh bien, écoutez, on va se retrouver après un petit jingle avec le dossier de Laurent. Pour le dossier de Laurent. Prêt, Laurent ? Alors, à tout de suite. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.